Jus, quand on se rend au Garden, on est obligé de lever la tête au plafond. Ah, c'est sûr que le plafond du Garden, c'est unique et mythique. Et forcément, les yeux s'attardent sur les bannières. Ah, le fameux débat sur les joueurs qui devraient avoir leur numéro retiré. C'est vrai que la sélection est dure pour y être. Bon, bah, à force de pas retirer des numéros, on voit de drôles de choses, de toute façon. Y a qu'à regarder ceux qui ont porté le numéro 3. Hein. Des random players. C'est une honte. Une honte. Ah, on est d'accord. Hein. Ils pouvaient pas choisir un autre numéro, eux, là. Bah, pour nous, de toute façon, le numéro 3 des Knicks, c'est forcément John Starks. Complètement d'accord. Même sans titre, un joueur légendaire des Knicks. Et encore une sacrée histoire comme on les aime à New York. Une histoire qui commence dans l'Oklahoma, à Tulsa. On est bien loin de la vedette locale qui va tout casser avec sa fac. Ah oui, car il va pas en faire une, mais 4 différentes. Et on ne compte pas tellement sur lui en plus. Clairement, le joueur de joueur bouge trou. Il fait même partie de la Taxi Squad. La Taxi Squad? C'est quoi? C'est une équipe de chauffeurs de taxi? C'est le nom donné aux joueurs réservistes appelés pour remplacer un gars blessé, suspendu. Ah, ok, genre le backup du backup. C'est ça. Bon, après, quand il pouvait jouer, il affichait un petit niveau sympa. Oui, mais avec des affaires extrasportives qui vont finalement l'obliger à bosser au supermarché du coin. Bah, résultat, quand il se présente à la draft 88, bah, ça se bouscule pas au portillon. Et pourtant, cette année-là, il y avait 3 tours de draft, 75 joueurs appelés, mais pas de Starks. Avec ça, il y a plus d'un mec qui aurait abandonné le rêve de jouer à NBA. Et pourtant, en 88, les Warriors vont lui offrir une petite chance. Ouais, mais derrière le rookie vedette Mitch Richmond, difficile d'avoir des minutes. Surtout que Mitch, il va finir rookie de l'année. En sortie de banc, Starks, il aura que des miettes. 36 petits matchs et 8 minutes en moyenne. Bon, trop compliqué de se montrer dans ces conditions. Résultat, merci, au revoir. Et à l'époque, pas de G-League, bah, il tente sa chance en Ligue mineure. 2 saisons en CBA avant d'avoir une nouvelle opportunité. Oui, en 90, il est invité au training camp des Knicks, qui cherche un backup à un certain Gerald Wilkins. Déjà l'heure de la dernière chance? Déterminé, il va chercher à impressionner son monde, en voulant carrément Tomar sur la tête de Wing. Ouais, sauf que ça s'est pas forcément passé comme prévu. Bah non, car au lieu de réussir son coup, bah il va surtout réussir à se blesser. Un mal pour un bien finalement, car sous contrat, même blessé, les Knicks ne pouvaient plus s'en séparer. Ouais, et puis une fois rétabli, bah puisqu'il est là, autant le faire jouer. Et contre qui il va débuter? Bah alors là, Joker. Les Chicago Bulls. Ah ouais, sympa la mission. À toi de faire tes hautes preuves sur la défense d'un certain Michael Jordan. Ouais, comme un chien en cage qu'on libère, Starks il va prendre sa mission à cœur. Les matchs Chicago-New York, ça a toujours été très tendu. Et avec Starks, la rivalité va clairement monter d'un cran. Ouais, Jordan et Ewing étaient potes, mais John, lui, il est pas du tout là pour se faire des potes. Toujours prêt à s'embrouiller pour rentrer dans la tête de ses adversaires. Quand Riley arrive en 91, il s'inspire des Bad Boys de Détroit pour essayer de contrarier les plans et Jordan. Avec déjà une grosse raquette, Starks était parfait dans le backcourt pour un jeu intense en défense. Bon, si en saison régulière, les matchs sont déjà musclés, que dire des duels de playoff? Les Knicks s'étaient fait sweeper par les Bulls au premier tour en 91, mais John avait peu joué. Par contre, en 92, c'est plus disputé, avec des Knicks qui poussent Chicago à un Game 7 au second tour. Starks était déjà plus impliqué, mais l'histoire entre lui et les Bulls était loin d'être finie. La saison suivante, c'est bien New York qui va avoir l'avantage du terrain en finale de conf contre les Bulls. Et John, il va surtout nous livrer une action de légende au Game 2. Ah là, le fameux The Dunk. Autant, John, il avait tenté de montrer ses qualités de dunker lors du Slam Dunk Contest en 92 là, à Orlando. Ouais, bon, juste un petit tour, mais sans être extraordinaire non plus. Ouais, c'est ça, il y a des dunkers de concours et il y a des dunkers de match. Ouais, par contre, là, son Tomar sur ce match de playoff, lui, il est mémorable. Ah, tout y est sur cette action. Le contexte, où les Knicks peuvent mener 2-0, le public du Garden qui est chaud bouillant, l'action clutch en fin de match. Écran des wings, attaque main droite sur la ligne de fond. Boum, décollage immédiat, ballon main gauche. Et là, ce poster dunk de malade sur la tronche de Horace Grant et Air Jordan. Voilà, la violence du dunk. Grant, il en perd ses lunettes. Et le Garden qui explose sur le coup, boum! The Dunk, tout simplement. Une action classique all-time de la NBA. Bon, malheureusement, Jordan, il va prendre ça personnellement. Et oui, la suite, ça sera à sens unique avec 4 victoires des Bulls pour aller en finale. Même si Charles Smith au Game 5, bon, ça c'est une autre histoire. Ouais, rageant de se dire que les Knicks n'auront jamais trouvé la clé pour battre Jordan. Mais Starks, lui, il fait un nom en NBA.
Bah mine de rien, depuis son arrivée au Knicks, il progresse et devient même All-Star en 93. Et quand Jojo, il va partir jouer au baseball, John, lui, il va se trouver un autre meilleur ennemi. Hein. Reggie Miller. C'était pas mal aussi dans le genre tête à claque. Hein. Forcément, face à Stark, ça ne pouvait faire que des étincelles. Les duels Reggie John vont être très musclés, avec pas mal de trash talk. Hein. Mais aussi de gros paniers, hein, avec ses sacrés shooters à 3 points. Oui, car on pense souvent à Reggie, mais John était pas mal dans son genre. Complètement. Le premier NBA à passer la barre des 203 points inscrits en une saison. Et même encore aujourd'hui, toujours le leader all-time des Knicks pour les shoots longue distance. En 94, c'est enfin les Knicks qui atteignent les finales NBA face aux Rockets. Changement radical d'ambiance pour les premières finales de l'ère après Jordan. Bon, c'est sûr, t'oublies le côté spectaculaire et le jeu d'attaque. Hein. Et tu sors les barbelés en défense. Pas un match au-dessus des 93 points. Et si en finale, Ewing est dans le dur face à Olajuwon, Starks lui, il évolue à un niveau de MVP des finales. Eh oui, il est tout proche d'être le prince de la ville. Alors que les Knicks mènent 3-2, son Game 6 c'est une copie quasi parfaite. Aux Rockets, Hakim est partout avec 30 points, 10 rebonds. Mais aux Knicks, c'est bien John qui assure avec ses 27 points. Avec surtout une grosse adresse à 3 points, 5 sur 8. Jusqu'au moment où tout va basculer. Ah, saleté de money time. Avec 2 points de retard, balle aux Knicks, 86-84, Ewing pose un écran, John se décale pour un shoot ouvert à 3 points. Mais saleté d'Olajuwon. Du bout des doigts, il contre Starks au buzzer. Saleté le Game 6. Une action qui va hanter le joueur des Knicks. Et saleté le Game 7. Tout proche de toucher le rêve ultime d'un titre NBA. Ouais, mais il va passer du rêve au cauchemar. L'impression d'avoir tout donné au Game 6 et d'être complètement rincé au Game 7. Même si Ewing se fait manger par Hakim, c'est bien le choke de Starks dont on se souvient encore. Incapable de rentrer le moindre panier. Une longue, très longue traversée du désert. Ouais, et au pire moment possible. Et plus jamais il n'aura cette chance de disputer le titre. Et oui, car en 95, Jordan il sort de sa retraite. Mais il va vite se rappeler aux mauvais souvenirs de John. 55 points pour son retour au Garden. Ouais, l'afro Jojo, il venait de reprendre depuis quoi 4 matchs à peine. Et lui fait la totale en plus. Rouillé John? Ah, pas encore. Mais par la suite, il va avoir de la concurrence en interne. Ah ça oui, quand Alan Houston arrive en 96, c'est direction la seconde unité pour John. Et Starks, il reste beau joueur. Il se transforme en 6ème homme de luxe. Ouais, même le meilleur de la ligue avec le trophée de Six Man of the Year en 97. Ceci dit, les temps sont en train de changer du côté du Garden. Eh oui, en 98, les Knicks ils tournent la page au clé. Hein. Et en janvier 99, juste avant la reprise de la saison, après le lockout, ils vont aussi tourner la page Starks. Il est envoyé aux Warriors contre un autre joueur de fort caractère. Ouais, le sulfureux Sprewell, avec qui John s'était déjà un petit peu accroché auparavant. Eh oui, retour dans sa première équipe NBA. Mais pour son retour à New York, ses anciens coéquipiers et le public vont lui réserver un accueil assez chaleureux. On n'efface pas l'amour du public avec un trade, surtout pour un joueur qui a toujours tout donné. John, c'était vraiment le chouchou du Garden. Un pur joueur dans l'esprit new-yorkais. Un fort caractère, une peste, mais qu'on préfère avoir avec soi que contre soi. Ça, les fans des Bulls pourront le confirmer. Ouais, surtout qu'à la fin de la saison 99-2000, il est tradé à Chicago. Ouh, l'affront ultime. Mais ça va durer que 4 matchs. Hein. Sa fin de carrière, c'est à côté de Stockton et Malone qui va la finir. Eh ouais, le pétard ambulant chez les Mormons, et sacré contraste. Mais quand il raccroche en 2002, il a toujours une place à New York. Eh, tu sais ce qu'on dit, hein. Knicks un jour, Knicks toujours. C'est exactement ça pour lui. Il va devenir ambassadeur officiel des Knicks. Sa façon de rendre aux fans tout l'amour qu'il a reçu. Hein. Et même s'il n'a pas son maillot retiré au plafond, il reste à jamais le chouchou du Garden. Et ça, Joe, ça vaut toutes les bannières du monde. We are New York, and we love basketball. We're gonna take it all.